tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie du coin lecture de février, dans lequel on va revenir sur mes lectures de janvier, sur les 3 derniers livres que j'ai lus en janvier. On va commencer avec Mort aveugle de Karin Slaughter, sorti en 2001, traduit par Paul Taureau. Les apparences sont souvent trompeuses. Ainsi, Ground County a tout de la petite ville tranquille du vieux sud américain où il fait bon vivre et aimer son prochain. Une ville tranquille où est pourtant retrouvée une jeune femme sauvagement violée et mutilée dans un dîner local. Puis une autre violée et mutilée elle aussi. Ressurgissent alors les rancœurs et les secrets des uns et des autres enfouis au fil du temps. Des haines qui font craquer le vernis de Ground County et en révèlent l'horreur. Avec ce premier volume de la série de Ground County, Karin Slaughter campe un couple d'enquêteurs atypiques. Sarah, pédiatre occasionnellement légiste, et son ex-mari, Jeffrey, shérif de la ville. Sombre, brutal, le roman dissèque froidement les mécanismes de la violence et la psychologie des rapports humains dans une intrigue haletante et glaçante jusqu'à la dernière page. C'est dégueulasse, l'intrigue est foncièrement dégueulasse, les crimes sont monstrueux, et décrits dans le moindre détail. Trigger warning rouge, si ça existe, pour tout ce qui concerne le meurtre, le viol, la mutilation, voilà. Toutes ces joyeusetés. C'est rigolo de voir un roman un livre d'enquête, d'enquête criminelle écrit en 2001. Parce que le monde a changé sa mère ces 20 dernières années. Des fois, le livre montre son âge et c'est assez mignon. Mais mignon, c'est pas le terme qui viendrait en premier pour décrire ce livre. Alors moi, c'est pile ce que j'avais envie de lire. En voyant la couverture et en lisant la quatrième, je savais dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit, d'accord, vas-y, soit crade le livre, offre-moi une fin où les enquêteurs trouvent qui est le meurtrier, mais ça nous satisfait pas, parce que quand même, l'horreur humaine, un truc un peu dans cette ambiance-là, et c'est exactement ça. Il remplit à fond le cahier des charges du genre de roman auquel je m'attendais, avec un tout petit bémol, il y a encore une fois beaucoup question de la vie amoureuse, j'allais dire du couple, mais c'est surtout d'elle, de Sarah la pédiatre, occasionnellement légiste, qui, à chaque fois qu'elle découvre un personnage, qu'elle rencontre un personnage ou qu'elle croise un personnage, il est question de lui, ça aurait pu marcher, lui, ils se sont fréquentés au lycée, lui, voilà. Et tu te dis, mais est-ce qu'il y a une personne dans ce bled avec lequel elle a aucune affaire sentimentale d'aucune sorte? Et donc il y a son fameux ex-mari, non c'est ex-mari, le shérif avec lequel elle est toujours, voilà, elle a toujours des sentiments pour lui, mais elle ne sait pas parce que tout de même il est frustre. Alors c'est un con, hein. Il est touchant parce qu'il est amoureux et tu sens qu'il prend les mauvaises décisions parce qu'il est con, mais voilà, il est touchant parce qu'il se rend pas compte quoi, parce qu'il est con. Donc il se rend pas compte qu'il prend systématiquement les mauvaises décisions. Parfois ils sont un peu mignons les deux et puis tu finis par être investi un peu dans leur histoire d'amour. Mais là pour le coup le cœur du roman c'est l'enquête. Alors à part les Agatha Christie, je suis souvent plus en mode consommateur quand je lis un truc. Je dis vas-y surprends-moi le livre, j'essaye pas de te devancer, dis-moi où ça va et je verrai si ça me va ou pas. Ce qui fonctionne aussi très bien dans ce roman, c'est que les personnages sont j'ai envie de dire humains. Ils ont des défauts qui facilitent l'identification, quoi. Ce que je vous ai dit sur Jeffrey, moi je l'aime pas, mais je crois qu'il existe, quoi, si vous voulez, dans le sens où c'est un con, et c'est un con qui réagit comme un con. Il y a un personnage qui s'appelle Lena, qui est flic, et qui est aussi très, très froide, très conne, elle aussi d'ailleurs, mais pour des raisons qui sont expliquées, qui sont compréhensibles, et tu sens qu'elle en souffre, et tu sens que, enfin voilà, t'as un bon développement de personnage, mais tu lis pas vraiment ce genre de livre pour les personnages, tu le lis pour le frisson de l'horreur, quoi, de l'horreur des crimes, et pour plonger dans l'horreur de la psychologie humaine. Ça a été chouette, j'ai beaucoup aimé ce thriller. Maintenant je le recommande à ceux qui ont le cœur bien accroché, parce que c'est chaud. Avant-dernier livre, et là celui-là, je vais pas me mettre tout le monde dans la poche avec ce que j'en ai pensé. Star Wars Riposte de Chuck Wendig, sorti en 2015, traduit par Nicolas Ancion et Axel Demoulin. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Forte de sa victoire décisive, l'étoile de la mort détruite, l'empereur Dark Vador vaincu, la Nouvelle République se lance à la poursuite des derniers reliquats de l'Empire. Mais dans l'espace de la lointaine planète Akiva, la riposte impériale se trame. Lors d'une mission en solitaire, le pilote Wedge Antilles découvre la flotte de destroyers qui se regroupent tels des oiseaux de proie pour une mise à mort. Fait prisonnier, il n'a pas le temps d'avertir la République. Nora Wexley, une rebelle retirée du combat, intercepte le message d'alerte. Elle n'a pas le choix, elle doit reprendre la lutte pour la liberté. Qu'est-ce qu'il était nul ce livre, oh nom de Dieu. Le style est incroyablement, j'ai envie de dire faible. T'as vraiment l'impression que ça a été écrit par un lycéen qui écrit bien,
qui est écrit correctement, mais par un lycéen, quoi. Et du coup, je me dis, c'est l'auteur des Somnambules, quoi. J'ai adoré les Somnambules. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Peut-être que quand il s'adresse à un public plus jeune, il croit se mettre au niveau, mais du coup, il écrit vraiment comme un con, quoi. Les phrases sont hyper courtes, rien que ça, c'est aberrant. Wedge a dit à Akbar et Mon Mothma, il est possible qu'il soit à nouveau tapis dans ces zones à l'écart, cachées. Akbar a reconnu que cela paraissait logique. Mustafar ne revêt-elle pas une importance particulière pour les dirigeants impériaux? D'après la rumeur, c'est là que Vador a emmené certains Jedi il y a bien longtemps pour les torturer et leur soutirer des informations avant de les exécuter froidement. À présent, Vador a disparu. Palpatine aussi. Nous y sommes presque, se dit Wedge. Dès qu'ils auront trouvé les chaînes d'approvisionnement qui permettent aux impériaux de tenir, il se sentira beaucoup mieux. Il active le système com. Essaye d'ouvrir un canal de communication avec le commandement et... rien. Peut-être que le système est cassé. C'est un vieux vaisseau. Wedge attrape le comlink qui pend à sa ceinture, le tapote, essaye d'obtenir un signal. À nouveau, rien. Son cœur se serre. Il a l'impression de tomber dans un gouffre, parce que c'est à cela que se résume sa situation. Le signal est bloqué. Ça progresse pas. Un autre problème qu'a le livre, mais ça il a pas trop le choix, c'est que tu n'as que des personnages dont tu te fous complètement. Les gros personnages, les personnages du mythe de Star Wars qu'il y a dans ce roman-là, c'était Mon Mothma, l'Amiral Akbar et Wedge Antilles. Voilà, c'est les personnages qui sont apparus dans les films. Et les autres personnages, soit ils apparaissent dans ce livre et leurs deux suites, et puis nulle part ailleurs, soit, et ça c'est un truc qui fait très souvent et qui m'a tellement saoulé, il y a plein d'interludes dans ce livre qui racontent des petites histoires de fin de l'Empire, de répercussions de la fin de l'Empire sur la galaxie, et c'est des histoires qui ne viennent de nulle part et qui ne vont nulle part. Ça ressemble à des petites intros, mais qui ne débouchent sur rien. Genre quelqu'un qui vend le sabre laser qui aurait été celui de Dark Vador à une confrérie. Et cette confrérie, elle va durer le temps des 3 bouquins. Le marchand, lui, il apparaît plus. Il apparaît que dans ce livre-là. Comment il a récupéré le sabre laser? Est-ce que c'est le sabre laser de Vador? S'en fout. Il y a le début de l'histoire d'un gamin qui s'apprête à venger son père tué par l'Empire. Ça s'arrête là. Si jamais ça t'intéressait, bah tant mieux. Allez, au revoir. Et ouais, et tous les personnages principaux, entre guillemets, sont absolument inintéressants, quoi. Mais, et c'est là qu'on va parler de Star Wars en général, j'ai noté quelque part dans mes notes de lecture que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo, j'ai écrit page 269, j'arrive pas à avancer, j'arrête pas d'être distrait, j'avais énormément de mal à retourner dans le livre. J'ai écrit je m'en fous et je m'emmerde. C'est marrant parce que c'est totalement The Mandalorian, Rogue One, Solo, je m'en fous et je m'emmerde. C'est devenu mon expérience Star Wars. Je m'en fous et je m'emmerde. The Mandalorian, on suit un gars dont j'ai rien à battre, qui protège un gamin dont j'ai rien à battre et il lui arrive des trucs dont j'ai rien à battre. Solo, regardez comment est-ce qu'il a réussi à parcourir le Kessel Run en moins de 12 parsecs. Incroyable, non? Non, je m'en bats les couilles. Regardez, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, ils se sont fait prisonniers ensemble et voilà. Ok, je m'en fous complètement. Ça aurait pu être intéressant, hein, mais ça l'est pas. Et Rogue One, c'est pareil, c'est pour ça que l'étoile de la mort, l'étoile noire, elle avait ce défaut de construction là. J'avais pas besoin d'explication, mais d'accord. C'est parce que c'est à cause de ces personnages. J'ai l'impression que tout ce qui a existé autour de Star Wars depuis le rachat par Disney, à l'exception de la postlogie, parce que la postlogie c'est encore différent, parce que là il se passait, je m'en foutais pas de la postlogie, et je m'en fous toujours pas. Mais tout ce qui est Mandalorian, Rogue One, Solo, le livre de Boba Fett, je suis sûr que c'est pareil, Andor, je suis sûr que c'est pareil, Obi-Wan Kenobi, qu'est-ce qu'elle servait à rien cette série. Tu sais, c'est que des trucs, il se passe ce que t'imagines qu'il se passe, ben on va vous le raconter. On va vous raconter les trucs évidents, regardez comme ça vit. C'est incroyable, non? Il se passe exactement ce que tu pensais qu'il se passait. Et ça, c'est ça. Des gens qui fréquentaient l'Empire, qui sont en mode l'Empire va vous avoir! Non, l'Empire c'est fini! Comment ça c'est fini? Voilà. Il y a des trous du cul, il y a des impériaux qui se rassemblent pour essayer de reconstruire quelque chose, qui va finir par donner le premier ordre, j'imagine. C'est inintéressant, quoi. Et c'est déprimant parce que vous savez, j'adore Star Wars, et c'est triste de se dire qu'aujourd'hui, Star Wars, c'est devenu de la soupe tiède, quoi. C'est devenu... regarder tous ces personnages sans vraiment d'intérêt, sans vraiment de personnalité, sans vraiment de valeur ou de quoi que ce soit. Il leur arrive ça. Et ça diminue même des trucs de personnages importants. Ça me rend un peu triste. Mais vraiment, je suis surpris que ça ait été écrit par Chuck Wendig, parce que là encore, le style est vraiment mauvais, quoi. C'est d'autant plus curieux que le style fait pas Star Wars. À plusieurs moments, j'ai noté plusieurs phrases, genre, à un moment donné, il y a un personnage qui va prendre un milkshake, il y a un impérial qui dit « Joyeux anniversaire, trace de frein » à un gamin. Je me dis, ça sonne pas Star Wars, quoi. Peut-être que dans certains coins de la galaxie, ils parlent comme ça, mais c'est des coins de la galaxie dont j'ai rien à battre, quoi.
Déçu parce que Star Wars Chuck Wendig, je m'attendais à ce que ça me transcende, j'avais même acheté la suite. Franchement, je vais pas lire la suite, parce que je m'en fous, quoi, je m'en fous de Nora Wexley, je m'en fous de son gosse, je m'en fous de l'amiral impérial Ray Sloane est un peu intéressante, et celle-là, je suis assez curieux de voir ce qu'elle veut devenir, mais on baigne dans des personnages secondaires, tu sais, c'est des personnages de RPG, des personnages que tu crées pour raconter une histoire random qui a aucun impact sur la trame générale. Ça fait un peu ça. Mais on va se quitter sur une bonne note parce que j'ai fini le mois avec Légende de David Gemmell. Druss est une légende. Ça se prononce peut-être Druss. Je vais dire Druss. Druss est une légende. Ses exploits sont connus de tous, mais il a choisi de vivre retiré loin des hommes, au sommet d'une montagne. Là, il attend son ennemi de toujours, la mort. Dross d'Elnoch est une forteresse. C'est écrit en majuscule. C'est le seul endroit par lequel une armée peut traverser les montagnes. Protégée par 6 remparts, elle était la place forte de l'Empire Draenei. C'est maintenant le dernier bastion, car tous les autres sont tombés devant l'envahisseur Nadir. Et le vieux guerrier est son seul espoir. Un demi-million d'envahisseurs face à quelques milliers de guerriers retranchés dans une forteresse. Druss et sa hache feront-ils la différence ? Il y a écrit 30 ans de légende, mais vraiment, le livre est sorti en 84 et traduit d'ailleurs par, Alain Névan. On va sur 40 ans de légende. C'est le premier roman de David Gemmell que je lis, et je compte bien lire les autres. Il a un vrai talent pour écrire l'épique, et il a aussi un talent pour mélanger l'épique avec le psychologique. C'est-à-dire qu'il y a Druss, la légende, et puis il y a Druss, l'homme, qui est vieillissant et qui choisit de participer à cette guerre, à cette résistance des Draenei contre l'envahisseur Nadir pour finir sa vie comme il a toujours vécu, c'est-à-dire dans la guerre, dans la bataille, parce que c'est un soldat. Sa présence suffit à inspirer le courage à tous les hommes, mais vraiment la force de ce roman, c'est d'être toujours sur la brèche entre l'humain. Alors il y a Druss, mais Druss n'est pas il y a Druss, mais Druss n'est pas le personnage principal. Le personnage principal, je pense que c'est plus Rek, qui est un personnage très sarcastique, très drôle, qui va aussi rejoindre la résistance à Dross d'Elnoch. Mais il y a plein de personnages très bien caractérisés. Il y a Rek, il y a la femme qu'il va rencontrer et qu'il va épouser. Il y a les 30 avec à leur tête... faut que j'arrête de vous donner des noms parce que je suis très mauvais avec ça. Serbitar. Donc voilà, il y a plein de personnages très bien caractérisés. Et puis, il y a d'autres personnages assez nombreux, genre 4 ou 5, qui sont très semblables. Parce que c'est beaucoup de fermiers devenus soldats par défaut et qui doivent donc défendre la citadelle. Ils sont tous courageux, mais pas à leur place, mais ils se battent quand même. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnages très semblables à ce niveau-là. Maintenant, le souffle épique reste énorme dans ce livre. Je dis, j'ai très envie de lire les autres romans, parce qu'il y a des suites, mais en fait, c'est pas vraiment des suites, c'est des suites, mais qui se passent avant pour certaines, qui se passent après pour d'autres. Donc voilà, c'est une saga, quoi. C'est plusieurs volumes. La caractérisation passe beaucoup par les dialogues, qui sont très vivants, qui sonnent très vrais. Quand je vous dis, le personnage de Rek est très sarcastique, et du coup ça le rend très sympathique d'entrée de jeu, parce qu'il est espiègle, mais t'as des dialogues plus philosophiques, plus posés, sur pourquoi on se bat alors qu'on sait qu'on va perdre, comment Druss arrive à gérer le fait d'être une légende alors que ce n'est qu'un homme, et c'est qu'un homme qui vieillit, est-ce que Druss a des peurs, enfin voilà, il y a beaucoup de discussions très profondes entre des personnages qui pensent, et c'est intéressant. Non seulement les personnages sont bien caractérisés, mais en plus ils sont bien amenés, quoi. Donc ouais, au milieu, il y a une espèce de ventre mou où les soldats sont réunis et attendent l'attaque, et là du coup ils font que parler entre eux, et là ça devient un petit peu long. Mais en définitive, vraiment l'impression générale, c'est j'ai senti que je me connectais très vite avec ce livre, et il y a peu de sentiments aussi cool que ouvrir un livre de fantasy, lire quelques pages et te dire je vais kiffer. Parce que les livres de fantasy, par essence, ça t'amène vraiment ailleurs. Il y a un souffle épique, il y a un souffle... Tu vas vivre une aventure, et quand tu connectes très vite et que ça se déconnecte après, jamais derrière, c'est vraiment une expérience hors du commun qui est excellente, quoi. Qui est excellente. Donc ouais, voilà. Hormis ce petit défaut de ventre mou, et hormis ce petit défaut aussi de simplicité de l'histoire, parce que vraiment, c'est juste... les Draenei vont se réunir à Dross d'Elnoch pour faire front face à l'armée Nadir. Quand on est du point de vue des Draenei, ils sont vraiment présentés comme un peuple de sauvages. Mais il y a un chapitre, ou peut-être plusieurs, où on a leur point de vue à eux. Et ça, c'est très bien vu, parce que c'est vraiment un chapitre comme ça, random, où on suit 2 guerriers Nadir. Et ils sont traités comme des gens, quoi. C'est-à-dire ces deux soldats qui font la guerre parce qu'ils haïssent leur ennemi pour leur nation, et qui plaisantent entre eux, et qui sont vraiment présentés comme des gens
comme des personnages à part entière. T'as cette espèce d'effet de vertige où tu te dis la guerre, elle est faite par des gens, des gars qui ont leurs pensées, qui ont leurs ambitions, leurs peurs, par des gens ordinaires en l'occurrence. Et enfin, ça fonctionne, tout fonctionne. Tout fonctionne, que ce soit les personnages à leur niveau et la légende à son niveau. À un moment donné, il y a un combat cosmique entre des sorciers qui utilisent leur pouvoir pour défendre la forteresse et pour l'attaquer. C'est très épique, et c'est un des meilleurs livres de fantasy que j'ai lu, et j'espère vous parler des suites prochainement. Voilà, c'était le dernier livre de ce coin lecture de février. Je vais à présent vous présenter les 8 livres du mois, rangés par ordre de recommandation, selon moi. À la 8e place, désolé, mais nous retrouvons Nosfuria Cataclysme de Virginie KZL. Pour moi, ça mérite d'avoir un petit peu plus de travail, ne serait-ce qu'au niveau du style. À la 7e place, Star Wars Riposte de Chuck Wendig. Énorme déception, j'ai pas compris. Il y a beaucoup de romans Star Wars qui sont nettement meilleurs. Lisez-en d'autres, je peux pas vraiment vous recommander celui-là. Sauf si vous êtes très fan et que vous voulez tout lire. Mais sinon, non. Cache-cache à l'hôtel, une enquête d'Agatha Raisin. Il paraît que c'est pas le meilleur de la saga. Et par pas le meilleur, j'entends... On n'est pas non plus près du sommet, quoi. C'est franchement pas le coup de foudre avec le personnage, ni avec le style de l'autrice. Peut-être que je lirai le premier volet de la saga pour voir comment ça a commencé, ce qu'on peut en attendre. Mais celui-là, en tout cas, m'a pas convaincu du tout. Vénus pour Milo, écrit par l'une d'entre vous, Katia Goryachkin. Il est court, et c'est une jeune autrice, et franchement, il est très barré. Donc si vous aimez les romans qui vont dans des sens que vous aviez pas anticipés, ça peut... Moi, je sais que j'ai bien aimé le lire. Je sais que j'ai bien aimé le lire dans le sens où j'étais totalement déstabilisé tout le temps. Si jamais ça vous rend curieux, je vous invite à le découvrir. À la 4e place. À la 4e place, nous avons Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie. C'est pas le meilleur d'Agatha Christie, mais c'est une bonne enquête, quoi. C'est une bonne enquête. Et Agatha Christie est vraiment en mode... Je sais ce que je fais, en mode assumé, si bien que l'intro est pratiquement une parodie d'enquête. Donc c'est drôle et ça fonctionne. C'est-à-dire ça fonctionne. À aucun moment, elle s'en fout au point de manquer de respect à son public. Ça arrive jamais. Donc c'est vraiment une recommandation. À la 3e place, nous avons Mort aveugle de Karin Slaughter. Je le recommande, mais je ne recommande pas à tout le monde. C'est-à-dire si vous aimez les thrillers vraiment très très durs, là ça peut vous plaire. Mais attention, je vous rappelle... trigger warning concernant le meurtre, le viol, il y a des scènes extrêmement explicites, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais entre les bonnes mains, ça peut être un très bon moment de lecture. 2e place, Les yeux du dragon de Stephen King. Je pensais être déçu parce que je pensais que ça allait vraiment s'adresser à un public très jeune, mais en fait ça s'adresse effectivement à un public jeune, mais c'est très bien raconté. C'est Stephen King, quoi, c'est-à-dire qu'il amène son savoir-faire dans un genre différent, pour un public différent, mais ça reste Stephen King, ça reste très bon. Maintenant, si je devais ne vous recommander qu'un seul livre de tous ceux que j'ai lus ce mois-ci, ce serait Légende de David Gemmell. Je vais pas parler de coup de foudre parce que c'est pas à ce point-là, mais je suis très content d'avoir découvert l'univers de David Gemmell et il me tarde de l'explorer plus avant. Voilà, ça c'était les romans du mois de janvier que je vous ai présenté durant le mois de février. Et en mars, c'est le coin lecture spécial saga. Et je me suis décidé enfin à lire une saga que j'aurais dû lire depuis longtemps, Les aventures de Sherlock Holmes, toutes les nouvelles de Sherlock Holmes. Et ce que je vais faire à partir de maintenant concernant le coin lecture et concernant les annonces des prochains livres, c'est que je vais pas vous annoncer ce que je compte lire dans le mois, je vais juste vous annoncer ce à quoi vous pouvez vous attendre la semaine prochaine, ou la semaine suivante, parce qu'en ce moment, vous savez, mon emploi du temps est un petit peu chamboulé, parce que je suis devenu papa, ça chamboule un peu l'emploi du temps. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de coin lecture la semaine prochaine, c'est possible. J'espère qu'il y en aura un, mais je ne peux pas vous le garantir. Ce que je peux vous garantir, c'est que dans le prochain coin lecture, on parlera au moins du premier recueil de nouvelles des aventures de Sherlock Holmes, qui est, sauf erreur de ma part, Les aventures de Sherlock Holmes. Voilà. Il y a 5 grands recueils de nouvelles de Sherlock Holmes. Les aventures de Sherlock Holmes, les mémoires de Sherlock Holmes, le retour de Sherlock Holmes, son dernier coup d'archer et les archives de Sherlock Holmes.
Donc la semaine prochaine ou dans 15 jours, dépendant si j'ai le temps. Regardez dans les commentaires, normalement je devrais avoir précisé s'il y aura un coin lecture ou pas. Ou peut-être pas, peut-être que je ne saurais pas à ce moment-là. Je sais pas, écoutez, je vous le dirai d'une façon ou d'une autre. Rejoignez le Discord si vous voulez, il y a un lien dans la description normalement. Sur le Discord, généralement c'est là que je donne les infos. Mais en tout cas, dans le prochain coin lecture, vous pouvez vous attendre à entendre parler des aventures de Sherlock Holmes. On se quitte avec la question du coin lecture. Et en l'occurrence, la question est... j'ai oublié... oui, parlant de Star Wars. Et vraiment, parlant un peu de Doctor Who aussi, mais dans une moindre mesure. De quelle saga ou série étiez-vous fan? Et puis le développement a fait que plus du tout. Et pourquoi, si vous vous sentez de développer? Pourquoi cette saga ou cette série que vous adoriez? Dans une moindre mesure encore Pokémon aussi pour moi. De quoi vous étiez extrêmement fan? Et puis d'un coup, non. D'un coup, c'était plus pour vous. D'un coup, il y a eu un... il s'est passé quelque chose qui a fait... ou alors avec le temps, peut-être. En tout cas, je vous laisse développer ça dans les commentaires. Merci à tous pour votre attention. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas, pour la suite. Bonne fin de journée à tous. Et à la prochaine. Ciao.